Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet absolument fascinant, un outil de développement personnel qui est franchement une véritable révolution pour comprendre comment on fonctionne. Il s'agit du modèle Process Communication ou PCM, inventé par Taibi Kahler. C'est une approche incroyable qui nous donne littéralement les clés pour décoder nos mécanismes profonds, nos motivations cachées et la façon dont on interagit avec tout le monde au quotidien. Alors c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. Ce qui est dingue avec ce modèle, c'est qu'il prouve que comprendre l'architecture de notre personnalité, ce n'est pas juste de la théorie en l'air. En fait, c'est le raccourci le plus puissant pour atteindre notre plein potentiel. C'est en comprenant comment on est structuré à l'intérieur qu'on peut vraiment, pour ainsi dire, rayonner à l'extérieur. Au programme de ce décryptage, on va d'abord poser les bases du modèle et explorer les positions de vie. Ensuite, on regardera 3 profils types en pleine action, on décortiquera la mécanique du stress et on terminera avec des stratégies de communication hyper concrètes. Première étape de notre parcours, les fondations même de la processus communication. Le pedigree de ce modèle est tout bonnement impressionnant. Développé par le docteur Taibi Kahler dans les années 70, il a été si efficace que la NASA elle-même l'a utilisé. Et oui, la NASA s'en est servie pour recruter, former des équipes d'astronautes capables de cohabiter dans l'espace sans s'entretuer. Le concept de base est super élégant. Il identifie 6 types de personnalités fondamentaux. Mais attention, l'idée n'est pas de nous enfermer dans une seule case. Non, la personnalité est plutôt vue comme un immeuble à plusieurs étages. On a tous un rez-de-chaussée, notre base, où on est le plus à l'aise, mais on possède aussi les caractéristiques des autres étages qu'on peut apprendre à utiliser. Deuxième point, la matrice de communication. Voyons comment tout ça s'articule quand on se met à interagir avec les autres. Voici un concept brillant emprunté à l'analyse transactionnelle qui résume ce qui se passe dans notre tête lors d'une discussion. Il y a une zone magique, le plus, où le respect mutuel règne. C'est la véritable coopération, la seule et unique zone de communication positive. Dès qu'on en sort, on tombe dans la mécommunication, que ce soit le mépris du mode attaque, la honte du mode défense ou le désespoir total de la démission, c'est le crash assuré. L'enjeu, c'est de toujours ramener l'échange dans cette fameuse case collaborative. Troisième partie. Et là, ça devient vraiment amusant car on va étudier 3 profils différents face à une même situation. Plantons le décor, voulez-vous? C'est un samedi après-midi classique. Il y a une haie au fond du jardin qu'il faut absolument tailler. Une corvée banale au possible. Et pourtant, on va voir comment 3 individus vont vivre 3 réalités totalement différentes en faisant exactement la même chose. Faisons connaissance avec Thierry. Sa base, c'est le travailloman. Quand il raconte sa journée, on a littéralement l'impression d'entendre un ordinateur. Il va vous dire que la haie fait très exactement 25,50 mètres, qu'elle a été coupée à 1,50 m de haut, le chrono, 1 heure et 25 minutes. Le résultat, 13 brouettes de déchets. Thierry est organisé, responsable, extrêmement logique. Ce qui le fait avancer, ce dont il a vitalement besoin, c'est qu'on reconnaisse la qualité de son travail et qu'il puisse structurer son temps efficacement. En fait, avec le travailloman, on baigne dans la zone de perception de la pensée logique. Les émotions, l'improvisation, on oublie. Tout est filtré par le prisme des données factuelles, des objectifs et de la pure efficacité. Prenons un autre extrême avec Robert. Sa base à lui, c'est rêveur. Son après-midi est radicalement différent, beaucoup plus intériorisé. Avant même d'allumer le taillé, Robert a imaginé réparer un truc dans la maison, il a repensé à une vieille conversation, il a fait un peu de yoga, il s'est perdu dans son propre monde mental. Pour lui, l'action est toujours précédée par une imagination débordante. Son besoin fondamental, ce n'est surtout pas la pression du chronomètre, c'est la solitude. Il lui faut un espace calme pour réfléchir. Et c'est là que ça devient crucial. On ne peut pas parler à Thierry comme on parle à Robert. Pour capter Thierry, le travailloman, il faut un canal informatif, on échange des faits, on lui pose des questions précises. Mais si on fait ça avec Robert, le rêveur, on le perd. Il va retourner dans ses pensées. Avec Robert, il faut utiliser un canal directif, des phrases courtes, claires et fermes, sans aucune agressivité bien sûr, juste pour l'aider à s'ancrer dans le présent. Enfin, on a Pierre, le persévérant. Chez lui, tailler une haie, c'est presque un acte militant. Ce n'est pas du jardinage, c'est une question de respect du voisinage et de valeur morale. D'ailleurs, il a croisé le voisin. Et devinez quoi? Ça s'est transformé en un grand débat philosophique sur l'éducation des jeunes. Pierre est dévoué, hyper consciencieux. Ce qui nourrit son moteur interne, c'est qu'on écoute et qu'on reconnaisse la validité de ses opinions et de ses convictions. Pour résumer, on peut vraiment les différencier selon ce qui les motive. Le travailloman et le rêveur sont tous deux centrés sur les tâches, mais le premier se motive tout seul de l'intérieur, alors que le second a besoin d'une impulsion externe. Le persévérant, lui, est complètement centré sur les valeurs et le comportement humain, trouvant son énergie dans la défense de ses propres convictions.
4e section, la mécanique du stress. Que se passe-t-il quand nos besoins ne sont pas du tout comblés? L'approche de la PCM sur le stress est juste géniale. Imaginez qu'on a tous à l'intérieur de nous un énorme réservoir de besoins psychologiques. Au fil de la journée, il se vide. Si on n'arrive pas à le remplir avec de l'eau claire, c'est-à-dire de manière saine et positive, eh bien par pur instinct de survie, on va finir par boire de l'eau boueuse. Le stress, c'est exactement ça, un comportement inconscient et toxique qu'on déclenche pour arracher aux autres cette satisfaction qui nous manque cruellement. Prenez cette vieille blague d'entreprise. Règle numéro 1, le chef a raison. Règle numéro 2, le chef a toujours raison. Ça fait sourire, mais ça décrit à la perfection un profil persévérant sous stress extrême. Quand on ne valide plus ses opinions, il se braque, se rigidifie et tente d'imposer sa vision au monde entier. C'est pour ça qu'il est indispensable de repérer ces signes de dérapage. Au premier degré de stress, on a le fameux driver, une petite voix interne. Le travaillomane va se dire « sois parfait » et se noyer dans des détails ridicules. Le rêveur se dira « sois fort », va se murer dans le silence et disparaître. Et si la pression monte encore, boum, on passe au deuxième degré. Le travaillomane devient agressif et veut tout micromanager. Le rêveur se transforme en victime passive, incapable d'agir. Et le persévérant part littéralement en croisade. Bref, du pur auto-sabotage. 5e et dernière partie, comment on utilise tout ça concrètement pour mieux communiquer. Attention, le but de tout ce modèle n'est absolument pas de coller des étiquettes sur le front des gens. Au contraire, l'idée c'est d'observer, de s'adapter, de devenir capable de parler la langue de l'autre pour désamorcer les conflits, au travail comme à la maison. C'est en respectant le mode d'emploi unique de chacun qu'on crée des relations vraiment solides. La méthode tient en 3 étapes, toutes simples. 1. On ouvre les yeux et les oreilles. Le vocabulaire et la posture en disent long sur le profil de notre interlocuteur. 2. On s'ajuste. On passe sur un ton directif si besoin ou on pose des questions ultra logiques si c'est ce qui marche. Et 3. On anticipe. On nourrit leurs besoins psychologiques avant que le réservoir ne soit vide. Un compliment sur les compétences de l'un, du temps de silence respecté pour l'autre ou la valorisation des opinions du dernier. Voilà qui donne matière à réfléchir, non? Quand on regarde nos propres réactions sous stress et les besoins qui nous animent au quotidien, on ne peut pas s'empêcher de se poser cette question fascinante. Dans quelle phase de notre propre immeuble de personnalité passons-nous le plus clair de notre temps actuellement? C'est une sacrée piste pour continuer à explorer qui nous sommes vraiment. Merci de m'avoir accompagné dans ce décryptage et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.